On a appris aujourd'hui que le secrétaire Exet a demandé au chef d'état-major, le général Randy George, de démissionner et de prendre sa retraite. Voici sa photo, gracieusement fournie par West Point. En gros, cela signifie la destitution du principal officier en uniforme de l'armée, et d'après ce que je vois dans de nombreux titres, ils disent qu'ils renvoient cet officier. Tandis que les forces armées d'Isser-Neyewai continuent de combattre l'Iran. Al, a-t-on raison de penser, en gros, que nous perdons le plus haut gradé de l'armée de terre? Cela aura-t-il un impact sur la façon dont la guerre est menée au Moyen-Orient? Je ne pense pas que cela aura beaucoup d'impact. L'armée n'a pas un rôle central dans ce que nous faisons là-bas. Il participe, bien sûr, mais pas autant que les autres branches. Pendant la guerre, des généraux de haut rang sont renvoyés tout le temps. Lincoln, par exemple, est devenu très célèbre pour avoir renvoyé des généraux. Il a testé plusieurs généraux jusqu'à choisir Ulysses S. Grant pour être son général principal. Il ne faisait pas ce dont il avait besoin, alors il cherchait quelqu'un qui ferait avancer les choses, et Grant y est parvenu. Donc cela arrive pendant la guerre, on voit des généraux être renvoyés tout le temps, tout comme des amiraux. Et je mentionnerai que cette administration a déjà renvoyé une douzaine de généraux et d'amiraux. Fait célèbre, le président de l'état-major interarmé, C.Q. Brown, a été renvoyé. La chef des opérations navales, Lisa Franchetti, a été renvoyée. Et puis, le chef de la DA a été renvoyé et le vice-chef de l'armée de l'air a également été renvoyé. Cela continue indéfiniment. En tant que haut responsable et officier le plus gradé de son arme, vous devez avoir d'excellentes relations avec les autres chefs ainsi qu'avec le secrétaire à la défense ou le secrétaire à la guerre. Et, dans ce cas, Randy. George, qui a été renvoyé, en réalité, avait été choisi pour ce poste, dans l'administration précédente. Et avant ce poste, il avait été le principal conseiller militaire du secrétaire à la défense sous l'administration Biden. Curieusement, Christopher Neve, qui est relativement junior par rapport à de nombreux généraux, a été le principal conseiller militaire du secrétaire à la guerre, Exet. Donc il y a beaucoup de cela. Quand on atteint ce niveau, on gère des relations et beaucoup de choses que certains qualifieraient de politique. Mais pas politique, cependant, au sens de politique partisane, mais plutôt politique dans le sens de qui vous connaissez, qui va tirer les ficelles pour vous et ce genre de choses. Alors, je lisais plus tôt. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons ici cette carte pour donner une idée d'où se trouve une partie du trafic dans le détroit d'Ormuz. Je crois que cela est mis à jour de temps en temps, donc en gros, cela nous donne une idée générale de l'état du trafic. Ce soir, j'ai lu qu'environ 40 pays ont discuté d'une action conjointe pour rouvrir le détroit d'Ormuz et empêcher l'Iran de, entre guillemets, retenir l'économie mondiale. Le Royaume-Uni a organisé cela, apparemment Al. Quelle serait donc la manière la plus définitive et efficace à long terme pour ces 40 pays de transformer cette idée initiale? Et cette première rencontre dans une série d'actions pratiques et concrètes? J'imagine tout le monde s'unissant dans une force opérationnelle conjointe pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Ces 40 pays disposent de nombreux navires chasseurs de mines. Et si vous regardez cette carte, vous remarquerez qu'il y avait du trafic à ce point précis. Mais vous savez, tout au bout, vous savez, à l'extrémité de l'île de Kishim, là-haut, près de Bandar Abbas, vous verrez des navires. C'est un peu comme ce poste de péage que les Iraniens ont ouvert. Ils veulent que les navires passent par ces îles au sud d'Ormuz, paient la taxe de 2 millions de dollars et continuent leur route. Ce qu'on ne voit pas, c'est que là se trouvent les routes maritimes internationales où il y aurait normalement du trafic. On n'y voit rien du tout. La question que beaucoup de gens se posent est, est-ce que ces routes maritimes sont minées? Voilà pourquoi les Iraniens refusent que quiconque passe ici. Et cela va prendre. Ce sera un travail long et minutieux, mais il faudra beaucoup de chasseurs de mines, quelque chose que les Ekiross ont tout simplement en petite quantité. Ensemble, ces pays disposent de plusieurs navires chasseurs de mines et possèdent d'autres ressources navales et aériennes importantes qui seraient essentielles pour une force opérationnelle conjointe, une mission visant à maintenir cet endroit ouvert. Mais il y a certaines actions de préparation de l'espace de bataille qui doivent avoir lieu avant. Et certains pays sont très catégoriques
en disant qu'il doit y avoir un cessez-le-feu, qu'il soit de jure ou de facto, mais il doit y avoir une sorte de cessation des capacités actives de combat anti-navires. Alors, le président Trump a posté ceci plus tôt. Aujourd'hui, il dit « Le plus grand pont d'Iran s'effondre pour ne plus jamais être utilisé. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Il est temps pour l'Iran de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne reste plus rien de ce qui peut encore devenir un grand pays. Ceci est une capture d'écran, nous avons la vidéo qu'il a postée. Eh bien, ici, nous allons la passer, elle est courte, elle montre un pont en feu et on peut voir les flammes là. Sans le graphique, on remarque qu'elle commence à s'effondrer et à s'écrouler rapidement, du moins en partie. Alors, Raoul, je sais que le gouvernement iranien a répondu à cette situation concernant le pont. Qu'est-ce que tu observes à ce sujet? C'était un immense pont qui va vers l'ouest de Téhéran, reliant une autre grande ville. C'est une ligne de communication importante, c'est une route logistique, et elle n'a été achevée, je crois, qu'il y a 1 ou 2 ans, bien sûr. C'est un coup dévastateur, car c'était le plus beau pont, le plus grand d'Iran. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, les Iraniens visent des ponts autour des États du Golfe et d'autres qu'ils pourraient faire exploser. Et celle qui vient immédiatement à l'esprit est un pont qui relie l'Arabie saoudite à Bahreïn. Je suis sûr qu'ils vont essayer d'attaquer celui-là, mais qu'est-ce que cela représente? C'est la première grande attaque contre une infrastructure critique depuis que le président Trump, la nuit dernière, a parlé de bombarder l'Iran. Ramener à l'âge de pierre, beaucoup de gens essaient de comprendre ce que cela signifie, les ramener à l'âge de pierre. Comme nous l'avons mentionné, les EOAS ont déjà soulevé ce sujet à plusieurs reprises et nous sommes en train d'analyser la situation. En attaquant leurs centrales électriques, et si nous attaquons leurs centrales électriques, cela met effectivement fin à l'utilisation de la technologie moderne. En Iran, ils auraient beaucoup de mal à réactiver ces centrales. En revanche, les Iraniens essaieraient de bombarder des centrales électriques, des usines de dessalement et d'autres infrastructures dans le Golfe Persique. Mais c'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Est-ce un avertissement pour dire que nous sommes sérieux? Nous allons cibler des infrastructures critiques. Même si le droit international exige une cible militaire, l'accent porte sur ces infrastructures. De quoi s'agit-il? Ah, Raoul, tu sais, il y a autre chose que j'ai vu dans les actualités et qui concerne le Yémen. Il semble que nous recevons des rapports selon lesquels les Israéliens ont identifié un missile lancé en direction d'Israël depuis le Yémen. L'annonce militaire est venue juste après une alerte concernant des missiles venant d'Iran. Vous savez, parlons des Houthis, vous et moi en avons déjà parlé tant de fois ces dernières années. Ils sont restés inactifs pendant un certain temps. Lorsque les premières semaines de cette guerre ont commencé à se dérouler, nous avons constaté une augmentation plus tangible et prolongée de leur activité. Récemment, l'année dernière, l'administration Trump a tout mis en œuvre pour attaquer les Houthis en ciblant leurs positions, missiles balistiques et drones, pratiquement tout ce que l'on peut imaginer. Les Israéliens et les Britanniques ont également mené plusieurs attaques là-bas. Ce fut une année très mouvementée dans la traque du groupe. Après tout cela, il semble que nous et les Houthis ayons fini par signer une sorte d'accord de cessez-le-feu. La grande question est toujours de savoir s'ils vont se ranger du côté de l'Iran dans cette guerre actuelle. Comme le Hezbollah est intervenu, de la même manière que les milices chiites en Irak sont intervenues, que feront les Houthis? Parce que cela a un impact direct sur un autre point vital d'étranglement maritime qui est le détroit de Bab al-Mandeb. Par où passer en utilisant le canal de Suez pour aller de la Méditerranée à l'océan Indien? C'était donc absolument crucial. À mener des opérations anti-navires, comme le montre le fait qu'ils effectuent ces tirs de missiles balistiques sur Israël, ce qui indique qu'ils ont déjà pris la décision de soutenir l'Iran maintenant. Si à terme le régime en Iran venait à s'effondrer, je pense que les Houthis prennent une décision assez fatale. Parce que c'est en fait le seul pays au monde qui les soutient. C'est la seule source d'argent, d'armes, de munitions, tout ce que vous pouvez imaginer qui vient d'Iran. Donc, s'ils ne peuvent pas obtenir cela de l'Iran, ils auront beaucoup de mal à survivre comme n'importe quoi. Surtout si les États-Unis, l'Arabie saoudite et d'autres pays décident d'intervenir auprès du gouvernement du Yémen pour les poursuivre de manière coordonnée. Nous avons parlé il y a environ 24 heures, juste après le discours du président Trump.
Il s'est adressé à la nation en prime time hier soir pour discuter de l'évolution de la guerre. Nous étions à l'antenne avec Ben Hamad du FDD en commentant qu'il ne semblait vraiment pas que nous ayons entendu beaucoup de nouvelles informations hier soir. Beaucoup de ce que nous avons entendu hier étaient des thèmes déjà abordés par la Maison-Blanche ou des informations déjà publiées par la presse. Depuis le discours, il s'est écoulé 24 heures. Raoul, y a-t-il eu des répercussions sur la guerre après les commentaires de Trump? Eh bien, nos observations ont apparemment eu des répercussions. Sur le marché, les prix du pétrole ont augmenté, le marché a chuté. Personne n'a entendu de plan concret pour vraiment sortir de la guerre. Si vous traitiez des matières premières comme le pétrole, le gaz naturel ou les engrais, vous n'avez rien entendu dans ce discours qui apporte du réconfort et, eh bien, les prix reflètent ce qui a été dit et il en va de même pour le marché dans son ensemble. Ils entendaient des signes indiquant que nous pourrions peut-être voir une baisse de notre produit intérieur brut, de la productivité et aussi de la croissance, disons. Tout cela s'est reflété. Les marchés se sont exprimés plus fermement que quiconque à ce sujet. Mais cela met beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'il présente quelque chose qui donne du poids à ce discours. L'une des choses qui en est ressortie, cependant, c'est ce dont nous parlions en les bombardant pour les ramener à l'âge de pierre. Eh bien, cela visait les centrales électriques, mais cela affecte l'infrastructure critique dans son ensemble. En Iran, l'une des raisons de la réticence est que, si vous bombardez leurs infrastructures critiques, ils riposteront et attaqueront les infrastructures critiques. Parmi les États alliés du Golfe, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et aussi le Koweït ont déjà commencé à frapper cette infrastructure. Quoi qu'il en soit, cela lèverait toute restriction. Du moins, c'était l'idée de départ. Il faut maintenant accentuer la pression sur l'Iran pour les amener à négocier. Et je pense que le président envisage sérieusement de faire plus que simplement bombarder un pont. Je pense qu'il examine d'autres infrastructures critiques et dit que, probablement, cela sera nécessaire. Alors, ce que nous pouvons retenir de ce discours, c'est qu'il y a eu un changement. De manière générale, c'est un point intéressant, mais certainement, la réaction du marché a été, à mon avis, le point le plus important. Maintenant, cela fait presque une semaine. Je pense que, depuis, de nouveaux marines se sont arrivés au Moyen-Orient envoyés par le gouvernement. As-tu entendu quelque chose sur ce que ces troupes ont fait depuis leur arrivée là-bas? L'unité expéditionnaire est sur place. Je n'ai pas entendu qu'ils aient agi sur le terrain. J'ai entendu dire qu'ils ont peut-être suivi un entraînement en route vers le Moyen-Orient, mais je ne sais pas si c'était cette unité ou une autre. Quoi qu'il en soit, la 31e unité expéditionnaire de fusiliers marins est là et elle est très compétente. Ils ont un bataillon renforcé, un élément de combat terrestre, beaucoup de choses là-bas, 800 à 900 soldats en plus d'un escadron composite, beaucoup de logistique, de commandement et de contrôle, une équipe qui fait beaucoup de choses. La 10e unité expéditionnaire de fusiliers marins est juste derrière. Ils doivent être en train de traverser l'océan Indien en ce moment. Ils ne doivent pas être loin. Et la 82e division aéroportée, un élément d'avant-garde, environ 1000 soldats sont là, ça peut être entre 1000 et 2000 soldats. Ce que j'entends, c'est que cela est structuré autour de la première brigade de la 82e division aéroportée, avec une force de 2 bataillons. Et c'est le genre de choses que l'on observe lorsqu'on planifie une opération aéroportée pour prendre l'île de Karg ou une autre île. Ou si vous deviez faire quelque chose de beaucoup plus, vous savez, audacieux, et entrer là-bas pour essayer de prendre le contrôle de cet uranium enrichi plus à l'intérieur du territoire iranien. C'est ce genre de force que vous voulez? De plus, on entend aussi parler de forces spéciales, comme les Navy Seals et les Army Rangers. Ils n'ont pas précisé, mais je suppose qu'il y a aussi des Marine Raiders là-bas. C'est aussi une force assez robuste. Cette nouvelle capacité arrive là-bas. Si j'étais un défenseur iranien sur les îles du Golfe Persique ou dans le détroit d'Ormuz en ce moment, je me sentirais très, très nerveux. Al Kemper est un ancien officier du renseignement naval, analyste en sécurité et animateur du podcast Strat. Qu'est-ce qui se prépare sur Strat, AL? Je vais principalement parler du Golfe Persique. Nous avons atteint un point de bascule et je vais indiquer ce qu'il faudra surveiller dans les semaines à venir.
Vous direz peut-être que j'ai beaucoup parlé du Golfe Persique, c'est vrai, et je vais continuer à parler du Golfe Persique parce que c'est un sujet immense. Beaucoup ignorent que de nombreux pays n'ont pas de grandes réserves de pétrole. Les Philippines, par exemple, sont en état d'urgence nationale, ils ont entre 30 et 45 jours. Même en rouvrant le détroit demain, il y a des doutes. Ils pourraient ne pas réussir à acheminer le pétrole jusqu'aux Philippines avant que le pays ne soit à court de carburant. C'est l'un des plus grands problèmes actuellement et c'est quelque chose que je vais essayer de résoudre. Merci pour votre temps et à bientôt. Merci, Austin. Pas de souci. D'accord. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil en direct sur le Capitole. Il est un peu plus de 22 heures dans la capitale. Nous allons retrouver Jonathan Hunt de Fox. Il suit la guerre de près. Il nous présente ce rapport sur tout ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures, y compris les répercussions du discours du président Trump hier soir. Regardons. Nous allons terminer le travail très rapidement. Le président Trump a présenté un nouveau calendrier pour mettre fin à l'opération Fureur épique, avec des objectifs à atteindre dans 2 à 3 semaines. Mais l'Iran a réagi en attaquant Israël et les pays du Golfe avec des missiles. Les militaires iraniens ont averti qu'ils disposent encore de stocks, de piles de missiles et de drones dont les États-Unis n'ont même pas connaissance. Les centres que vous croyez avoir atteints sont insignifiants. Notre production militaire stratégique a lieu dans des endroits que vous ne connaissez même pas. Le président a de nouveau réprimandé les alliés européens pour n'avoir pas pris l'initiative de protéger le détroit d'Ormuz. Jeudi, le Royaume-Uni a répondu par un sommet virtuel sur la réouverture de la voie navigable. La fermeture a fait grimper le prix du pétrole, mais la Maison-Blanche affirme que les États-Unis peuvent faire face à la tempête. L'Amérique est aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole. La déréglementation, les baisses d'impôts et tout cela nous aident à nous redresser. Bien que des experts affirment qu'il soit difficile de neutraliser la menace iranienne dans les 3 prochaines semaines, Trump reste déterminé dans ce combat. Même si cette guerre a des objectifs limités, les prochaines semaines ne seront pas faciles. Si l'Iran ne libère pas le détroit d'Ormuz, Trump dit que, à moins d'une action d'ici lundi, il compte frapper les installations énergétiques du pays à Tel Aviv. Jonathan Hunt de Fox News.